démarrer, vous savez, selon la RDC, c'est le PAC représenté par Martin Fayoulou, l'honorable. Vous avez la société civile de la République démocratique du Congo avec son frère Ngoy. Vous avez la CVD avec Jean-Bertrand et Wanga, mais avec l'autorité morale de la CVD qui doit déjà être là. Et à présent, donc, nous allons pouvoir commencer. Unis par le son, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé, et pour les bons, vraiment les plus élégants, dans la paix au peuple avant, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Chers participants, je voudrais avant toute chose vous inviter à vous lever en mémoire de nos compatriotes du Nord Kivu qui ont péri dans les naufrages sur le lac Albert, et en votre nom à tous, renouveler nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et rappeler encore une fois au gouvernement central son devoir de mener à terme l'enquête qui doit éclairer l'opinion sur les causes exactes qui sont à la base de ces graves accidents. Nous demandons au gouvernement de disponibiliser les moyens suffisants pour assister les survivants et le retour dans les bonnes conditions de ceux qui se trouvent encore à l'Ouganda. Je vous remercie. Chers participants, au moment où je prends la parole devant vous, à cette occasion solennelle et historique, je vois venir vers moi les souvenirs puissants et la conscience aiguë que la démocratie et l'état de droit pour lesquels nous nous sommes engagés ont été un cheminement d'une longue lutte. Des compatriotes d'horizons différents, animés d'un même idéal, ont accepté de donner de leur vie, voire jusqu'au sacrifice suprême pour qu'au peuple soit garanti le droit de vivre dans un pays libre. C'est pourquoi je mesure la gravité des instants actuels qui sont une charnière entre cette volonté démocratique et le risque aujourd'hui majeur d'un retour à l'arbitraire et à l'éclatement du consensus national qui a fait que malgré nos différences idéologiques, nous avions tout le monde réussi à nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs qui font du jeu démocratique un jeu civilisé. Je voudrais, chers amis, nous rappeler encore qu'aujourd'hui, la famille de l'opposition politique que nous représentons
et nos partenaires de la société civile dans le cadre de la plateforme Sauvons le Congo portent sur leurs épaules l'immense devoir d'amener le peuple à l'exercice de ses droits politiques, droits qui sont à ce jour mis en cause par une attitude politicienne dictée par la peur et l'arrogance de certains dirigeants qui pensent s'être exemptés d'appliquer la volonté du peuple. Nous sommes ici pour un devoir de responsabilité à l'endroit de notre peuple pour lequel nous devons montrer le chemin de la liberté et du progrès. Nous sommes ici parce qu'il est de notre devoir, disais-je, d'élargir les champs du possible quand on cherche à nous imposer des violations de la loi constitutionnelle et des passages en force par une majorité qui a fini par croire à ses propres capacités de porter celle idéale démocratique, même dans le mépris total des aspirations profondes de nos citoyens. Nous sommes ici pour manifester notre attachement à cette nation, la seule que nous ayons en partage et pour laquelle nous avons prêté un serment moral, celui de lui donner le meilleur de nous-mêmes et de toujours garantir les voies de l'espérance et du progrès. Nous sommes ici parce que notre pays va mal dans tous les secteurs de la vie nationale. La paix n'est pas totalement rétablie sur l'ensemble du territoire national. L'insécurité et les tracasseries de tous ordres constituent le lot quotidien de nos populations. Assassinats, viols, enlèvements, déplacements des populations, prolifération des groupes armés. Les Congolais ne mangent pas à sa faim. Nos enfants ne sont pas correctement scolarisés ni soignés. Nos familles sont privées d'eau potable, de l'électricité et de logements décents. Hier, c'était la journée mondiale de l'électricité. On a demandé à l'occasion qu'on puisse éteindre la lumière dans tous les pays du monde. Mais hélas, pour notre pays, force est de constater que celle-ci était quasiment éteinte depuis des lustres. Nous venons d'apprendre, pas plus tard qu'hier, à travers les médias périphériques, qu'un policier s'est donné la mort au Katanga, à Lubumbashi plus précisément, parce qu'il n'arrive plus à nouer les deux bouts du mois, alors qu'il recevait 100 $. À son recrutement, il perçoit aujourd'hui la moitié de sa solde, équivalent à 50 $ américains. Le sort de ces policiers, c'est celui de tous les salariés de l'État congolais, fonctionnaires, les corps professoral, académiques, scientifiques, administratifs dans nos universités et instituts supérieurs, des étudiants sans bourse d'études, des enseignants, des médecins, des infirmières et j'en passe. Chers participants, au cours de la caravane de la paix que nous avons conduite au nord et au sud Kivu, nous avons vu et entendu la précarité et les cris de détresse de nos citoyens. Nous sommes ici pour que ces éléments recueillis à la base puissent nous permettre, dans les différentes commissions, de paver la route pour l'émergence d'un Congo qui va assurer le bien-être congolais et jouer un rôle intégrateur en tant que pôle de développement dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Nous sommes ici pour éveiller la conscience et le renouvellement de la mentalité du leader et de sa nécessaire obligation d'incarner les valeurs humanistes et républicaines pour ainsi réussir l'habitation sociale que notre peuple attend de nous pour l'amélioration de son vécu quotidien. Nous devons ainsi passer à la loupe au sein des différents groupes thématiques les dossiers urgents de la République pour qu'à ta proposition constructive et société civile responsable, nous pouvons non seulement critiquer ce qui n'a pas été fait, mais aussi et surtout proposer ce que nous ferions et ferons demain. Mettre les citoyens au centre de toute action et de toute vision devra être notre leitmotiv pour construire ce Congo de nos rêves, où la dignité des Congolais sera réhabilitée. C'est une véritable révolution du leadership que nous entendons instaurer. Apprendre à nous oublier pour être au service de la nation, rien qu'au service de la nation. C'est le sens même du changement que nous avons le devoir d'imprimer en tant que leader, en prenant les précautions à ce moment où nous amorçons un virage crucial de nous assurer que nous allons réellement
amener le Congo au rendez-vous avec son propre destin. Ceci ne peut être possible que si, dans un esprit de dépassement de soi, que nous amenions l'ensemble de la classe politique, majorité, opposition, société civile, à intégrer les dits dépassement de soi dans un esprit de tolérance mutuelle où les politiciens ne devraient pas confondre l'adversité politique et l'animosité. En effet, nous qui avons toujours exprimé la crainte de la balkanisation qui menace notre pays, il nous faut comprendre qu'un pays exposé ou miné par des querelles intestines des individus et dans des agendas cachés ou personnels, est inéluctablement appelé à disparaître ou à s'enfoncer dans la déchéance ou à vivre sous la dépendance des autres. Regardons ce qu'est le Congo aujourd'hui. Malgré les potentialités et les taux de croissance les plus élevés d'Afrique et qui fait rêver le reste du monde, le Congo est sous la perfusion et l'assistance de la communauté internationale. Que devons-nous faire pour renverser cette tendance? La réponse à cette interrogation viendra des réflexions que vous allez mener dans les différents ateliers de travail et à travers les thématiques qui vous ont été soumises par notre commission technique. Il est des symptômes qu'un malade ne saurait cacher devant le médecin. Notre pays est en train d'être traversé par des turbulences que nous imputons assez régulièrement et facilement à l'étranger. Il lui donne ainsi notre propre responsabilité. Un pays en construction, aussi bien sûr sur le plan économique et démocratique, peut-il s'accommoder d'incessantes révisions constitutionnelles? Cela est ainsi d'instabilité et du dysfonctionnement institutionnel, surtout quand ces révisions ne sont pas dictées par la volonté de résoudre une crise fondamentale et financière. Chers participants, nous sommes ici parce que notre pays va mal. Il va mal dans ce qu'il a de fondamental, c'est-à-dire le respect des règles et l'exercice des droits politiques garantis par la Constitution. Vous vous souviendrez qu'en 2006, à l'issue d'une période de transition, nous avons participé tous à différents degrés aux premières élections libres et démocratiques depuis l'époque lointaine de l'accession du Congo à l'indépendance. Grâce à l'esprit né de l'accord global et inclusif de Sun City, le monde entier a salué l'exemple de la République démocratique du Congo qui venait de montrer par ces élections réussies qu'elle était en voie de penser ces profondes blessures nées de crises de légitimité. Malgré les imperfections qui n'ont pas manqué, en 2006, nous avons tous salué les pas des géants qui venaient d'être franchis par la classe politique. Hélas, pour des raisons qui me seraient fastidieux d'énumérer ici, les élections de 2011 ont été un fiasco. De l'intérieur du pays ainsi que de toutes les missions d'observation, cette expérience a profondément fait reculer les acquis démocratiques en matière électorale, la confiance dans nos institutions. Les fractures au sein de la classe politique firent les seules descriptions possibles du chaos provoqué par ces élections qui firent un déni démocratique. Nous avons ainsi perdu et continuons à perdre la crédibilité au sein de la communauté internationale. Désabusé, le peuple a adopté une attitude de rejet du noble engagement politique et s'est réfugié dans tous les extrémismes pour échapper à la conscience de vivre la manifestation de sa volonté. Cette situation n'ayant pas échappé à la classe politique, elle s'est mobilisée, poussée par l'opposition et la société civile, pour corriger dans la mesure du possible les erreurs de 2011, d'entamer tant soit peu la résolution du lourd contentieux électoral né des élections bâclées. Ainsi fut élaborée une nouvelle loi mettant en place la Commission électorale nationale indépendante. Elle devait, quant à elle, se donner la mission sacrée de respecter la volonté du législateur en se déployant dans le cadre tracé par celui-ci. Voilà qu'une fois encore, au lieu de progresser, la CENI propose le chemin du recul.
celui de la négation même du peuple d'exercer ses droits constitutionnels. La CENI propose le changement du mode de scrutin, en mettant en avant pour ce faire les raisons qu'elle ne pouvait pas évoquer à l'époque, à savoir les questions budgétaires. La liberté comme la démocratie n'ont pas de prix. Si nous sommes prêts à donner notre vie pour elle, à plus forte raison ne pourrions-nous pas saigner pour trouver les moyens nécessaires et éviter ainsi ce saut dans l'inconnu qui va au regard des prises de position clairement exprimées par l'Église catholique, l'Église protestante, la société civile de 11 provinces. L'opposition politique nous ramenait dans des troubles que personne ne souhaite en ce moment où nous avons d'autres défis à relever. Non, la CENI vient ainsi d'offrir un schéma qui outrepasse ses propres prérogatives, car son schéma rendant ipso facto l'obligation d'une institution constitutionnelle nous entraînerait dans des routes sinueuses de la discorde nationale. Il doit être clair dans les esprits de chacun de nous que quand on dit, d'une part, qu'on ne doit pas réviser et on ne va pas réviser la Constitution, et d'autre part, la CENI propose la révision des modes de scrutin, passant ici du suffrage universel direct à un mode de désignation indirecte, c'est-à-dire les citoyens qui jusqu'à présent ont le pouvoir de désigner et de sanctionner ses dirigeants, va se contenter de voir un groupe d'individus exercer ses droits à la télévision dans l'environnement actuel miné par les antivaleurs. Chers amis, distingués invités, nous sommes ici parce que nous croyons qu'il existe des voies démocratiques pour amener notre peuple à la victoire sur les grandes adversités qui l'assaillent, notamment la pauvreté avec son corollaire, la misère généralisée. Pour y arriver, nous nous sommes donné le devoir d'approfondissement, car les questions politiques, tout comme les questions sociales, ne sont pas des questions banales et sont éminemment humaines et exigent pour leur maîtrise un savoir-faire et une concentration aiguë. Nous sommes ici pour proposer aux partenaires politiques de la majorité et à la CENI d'autres voies que celles de l'affrontement et du mépris des droits démocratiques ou des révisions constitutionnelles. Nous allons examiner toutes ces questions contenues dans les thématiques préparées par les comités préparatoires et baliser les chemins d'une paix sociale. Nous sommes l'opposition et c'est notre devoir et notre droit de critiquer les politiques publiques menées en notre nom. Mais nous avons aussi l'obligation de proposer, et c'est ici le lieu et le moment de le faire. D'ores et déjà, nous pouvons relever qu'il est plausible pour le pouvoir en place d'entonner le refrain du manque de moyens financiers pour justifier le retard de la poursuite du processus électoral. Mais on oublie de souligner que pour les concertations dites nationales, des montants importants ont été décaissés alors même que ces assises n'étaient pas prévues au budget 2013. La volonté du régime de chercher à prolonger subtilement le mandat actuel transparaît à travers toutes sortes de stratégies. Il en est ainsi du recensement projeté pour 2015. Cette opération est supposée précéder les élections locales, municipales et urbaines. Comment le gouvernement va-t-il trouver le temps de faire aboutir ce recensement au même moment avec le concours de la CENI arrivé à organiser les élections locales, municipales, urbaines pendant la même période, alors qu'aucun crédit n'est prévu ni pour le recensement ni pour les actions préélectorales telles que l'actualisation du fichier et de la cartographie électorale. C'est là une matière sur laquelle nous devons nous pencher pour vérifier cette corrélation que le pouvoir de la CENI semble établir comme obligatoire entre le recensement et l'organisation des élections locales, nécessaire pour nous mener vers une décentralisation effective. Chers participants, en définitive, vous avez une lourde responsabilité. Nous avons une lourde responsabilité
de formuler des contre-propositions qui rassemblent toutes les filles et tous les fils du Congo. Et éviter d'offrir au monde une image d'une classe politique qui est faite pour ne jamais s'entendre. Pour y parvenir, je nous exhorte à travailler dans la tolérance, le respect de l'autre et donc privilégier ce qui nous unit. Je ne puis terminer ces mots sans m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous transmettre les salutations de nos frères Moussa Nyambisi et Nzanga Mobutu, respectivement président du RCD-KML et de l'ITEMO. Ils m'ont chargé de le faire et je vais voulu le faire à leur niveau. Chers participants et chers compatriotes qui nous suivent à la télévision, nous voulons dire en un mot que ce changement de mode de scrutin et la feuille de route de la CENI et toutes les réunions qui ont été faites autour de cette conspiration contre le peuple congolais n'est ni moins ni plus qu'un coup d'État constitutionnel que nous devons éviter par tous les moyens. Le peuple doit se lever comme un seul homme et dire non à la révision constitutionnelle, non à la confiscation de ses droits de voter et de sanctionner ses dirigeants. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qu'il nous guide dans nos travaux. Je vous remercie. Merci à l'honorable Vital Kamere. Et toutes les filles et les fils de ce pays puissent... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, membres de Sauvons la RDC, distingués invités, c'est un honneur de nous exprimer devant cette auguste assemblée à l'occasion de la première convention de Sauvons la RDC pour contribuer à la structuration du nouveau paradigme susceptible de renouveler l'espoir du peuple congolais. Nous saisissons cette opportunité pour honorer la mémoire des milliers de compatriotes innocents, fauchés pour avoir résisté à l'occupation, l'humiliation et s'être battus pour l'avènement de la véritable démocratie, l'exercice des libertés fondamentales et la paix dans notre pays. Nous sollicitons votre indulgence pour leur réserver une minute de silence. Nous adressons également nos encouragements à tous les défenseurs des droits humains et la démocratie actuellement emprisonnés pour avoir osé braver la barbarie. Nous faisons allusion à M. Coutinho Fernando, malade, à M. Domindongala, qui a été dernièrement condamné en violation de la procédure de notre pays dans les affaires de justice. Nous rendons enfin un vibrant hommage en ces derniers jours du mois de mars à la femme congolaise, la mère de notre patrie, qui continue à braver toutes les sortes d'humiliations au quotidien pour soutenir la vie et la combler. Nous sommes au fait de la stratégie macabre qui consiste à l'instrumentaliser pour servir de tremplin lors des prochains scrutins, et nous prions la salle de vous applaudir. À la Convention de prendre les dispositions utiles pour que ce projet macabre ne puisse pas réussir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, distingués invités, l'utilité commune est le fondement de la société civile, vivier naturel qui contient le peuple comme la mer contient toutes les gouttes d'eau qui la composent. Portée vers le bonheur et le bien-être, la société humaine s'articule autour de plusieurs thématiques et structures, dont la mieux élaborée
et la plus globalisante est l'État. Du latin status qui signifie être debout. L'État repose sur les institutions et services dont la vocation consiste à garantir la stabilité, la sécurité, les droits et l'émergence de toute la nation en interaction avec d'autres. Les institutions et services de l'État sont animés par les mandataires et agents au regard de leur excellence et compétences choisis par le peuple à qui revient la souveraineté nationale. Article 5 de notre Constitution. Il ne faudrait pas que les mœurs publiques s'altèrent davantage quant à ça. La Convention de Sauvons la RDC qui doit prendre des résolutions à présenter au peuple pour que l'esprit public soit rassuré et resserré. Dans le contexte actuel, il est aberrant d'affirmer la primauté de l'État tout en dressant la police et les services de renseignement contre le peuple dont il est l'émanation, alors que celui-ci l'a perdu notamment en abandonnant d'importants leviers de commandes sociales susceptibles d'engendrer l'osmose. Ici, nous faisons allusion à l'activisme de la police qui casse les tables des mamans, les étalages et qui brûle même les marchandises. On ne peut pas comprendre qu'au-delà de cela, on ne propose rien à ce peuple. On le contraint à se replier sur lui-même dans la misère, dans la désolation et à mourir. Le sens de l'État doit être restauré dans sa valeur intrinsèque en tant qu'autorité de régulation et c'est la condition même de l'ordre. Chers compatriotes, pour garantir la cohérence globale entre le souverain primaire, l'État et les institutions, il revient de droit à la société civile d'exercer le contrôle social de responsabilité, de participation et de contrôle de tous sur tous. À cet effet, elle doit se libérer de la conception traditionnelle et retrouver la vigueur d'une parole libre et énergique en brandissant sa volonté de s'engager avec ardeur et compétence dans le nouvel espace politique pour renouveler le nouveau défi qui se présente à notre société. La société civile doit développer une grande capacité d'analyse, la situation réelle des faits et la capacité de transformer leur véracité en une socialisation efficace auprès de l'opinion et agir avec anticipation. C'est dans cet ordre que la société civile, la RDC, avait entrepris en 2012, peu après les élections chaotiques de 2011, le dépannage du processus démocratique vicié dans notre pays en initiant la pétition exigeant la démission du bureau de la CENI, dirigé jadis par le pasteur Ngoï Mulunda, déposé au bureau de l'Assemblée nationale le 28 mai 2012, ayant finalement eu gain de cause. C'est cette même détermination, devant les hésitations et carences de clairvoyance des autres acteurs de la société congolaise, qui nous a obligés de ratisser large, d'entrer dans une relation de réel partenariat avec toutes les forces sociales ou politiques, partageant la même vision, dans le respect des lois du pays, poursuivant et agissant dans l'intérêt immédiat et futur de notre peuple. C'est cela la motivation profonde qui a prévalu à la création de Sauvons la RDC, aujourd'hui en convention. Ne pas soutenir un tel projet, c'est entretenir l'État défaillant et consacrer l'érosion de la balbutiante démocratie. Le péril est grave et préfigure l'émergence des fractures sociales porteuses de violence, contraires à l'émergence d'une démocratie consociative qui rapprocherait les associations de la société civile, les ONG, les partis politiques, les acteurs étatiques et non étatiques, dans une conception des finalités, leur exécution, leur suivi, évaluation. Tel est le fondement de notre engagement et la base de la mobilisation du peuple en lui donnant le sens d'un devoir citoyen. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et je dis, cher ami Pierre-Jacques Chaloupa, nous sommes contents que tu sois ici parmi nous aujourd'hui. Peuple congolais, chers délégués à la Convention, soyez bénis. La situation extrêmement pénible de la RDC a commencé avec l'entrée de l'AFDEL dans notre pays en 1997. C'était un coup de force dont les conséquences néfastes se font sentir aujourd'hui. Nous pensions qu'avec l'organisation de la conférence nationale souveraine, notre pays allait prendre un nouvel élan. Et voilà près de 17 ans après la mésaventure de l'AFDEL, le pays n'arrive pas à se relever. Il y a eu l'accord global et inclusif de Sun City qui a suscité beaucoup d'espoir, mais c'était sans compter avec la ruse du pouvoir de Kinshasa et des lobbies étrangers qui se nourrissent du pouvoir dictatorial. En 2011, nous nous rappelons comme si c'était hier, la séance ubuesque de signature par les membres de la CNI du document contenant les résultats en présence de certains ambassadeurs des pays occidentaux qui, eux, connaissaient déjà les résultats, avant tout le monde, avant les Congolais. Avant l'annonce des résultats des législatives, nous avons tiré la sonnette d'alarme en discutant avec M. Hervé Latsous, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix, en visite en Kinshasa pour que toutes les mesures soient prises afin d'engager un dialogue franc et sincère pour résoudre la crise de légitimité que venait d'imposer au pays M. Ngoï Mulunda et ses acolytes. Mais on nous a demandé d'attendre les résultats des législatives qui, elles, furent encore plus catastrophiques avec le phénomène des nominations. M. Ngoï Mulunda recevant des instructions d'en haut pour nommer les députés à l'Assemblée nationale. Des députés nommés, eh oui, il faut venir au Gondwana pour voir cela. Et depuis, la crise de légitimité s'est installée durablement au pays à cause de cet autre coup d'État dont le pays n'avait pas besoin. J'ai parlé de Gondwana, mais curieusement, la semaine dernière et cette semaine, on a répété notre ami Maman Churefi avec l'article 220. Donc, vous comprenez si les Gondwana se trouvent où. Depuis ce moment, c'est-à-dire après l'annonce des résultats farfelus des élections organisées par une commission électorale dirigée par un aventurier sans vergogne, l'opposition politique s'est recherchée et continue à se rechercher. La question difficile que nous nous sommes posée était de savoir s'il fallait, oui ou non, siéger à l'Assemblée nationale avec des députés nommés. Vous connaissez tous la suite. Certains d'entre nous siègent, comme moi-même, à l'Assemblée nationale et d'autres l'ont boycotté. Nous avons accepté de siéger pour amener la dictature à se découvrir. Oui, aujourd'hui, elle se découvre au grand jour. Et nous sommes fiers d'avoir mis à mal la supercherie des ennemis de la démocratie. Du dialogue que nous réclamions, on nous a opposé les concertations nationales et pour ce faire, il fallait débaucher certains esprits faibles qui s'étaient réfugiés dans l'opposition pour grossir la mouvance kabyliste. Du dialogue que nous réclamions, on nous a opposé les concertations nationales. Et pour ce faire, il fallait débaucher certains esprits faibles qui s'étaient réfugiés dans l'opposition pour grossir la mouvance kabyliste. C'est pour cela, alors que nous avons tous rejeté le 2 juillet 2013 l'ordonnance de M. Kabila du 26 juin 2013 convoquant ces concertations dans une déclaration commune de l'opposition, on a vu les autres sortir des rangs pour grossir la mouvance kabyliste et chercher à tout prix
à devenir membres d'un gouvernement qu'ils ont qualifié au départ d'union nationale, devenu ensuite de cohésion nationale qu'ils attendent jusqu'aujourd'hui, plus de 5 mois après les fameuses concertations. Voilà, mesdames et messieurs, comment M. Kabila a tout fait pour déstabiliser l'opposition politique congolaise. Les concertations étaient une démarche pour liquider l'opposition, afin d'avoir un parti unique appelé Mouvance Kabiliste, comme ce fut le cas pour le MPR des tristes mémoires. Mesdames et messieurs, notre pays a été agressé par le Rwanda et l'Ouganda, comme vous le savez, et comme nous allons le démontrer dans les travaux en commission durant notre convention. À la fin de la guerre, appelée guerre du M23, la population congolaise et l'Assemblée nationale avaient demandé au gouvernement de ne signer aucun accord avec les agresseurs. Mais le gouvernement a fait fi de la volonté de la population en allant signer à Nairobi un accord avec nos agresseurs. Aussi, M. Kabila, sentant 2016 s'approcher, a commencé à lancer ses turiféraires pour voir dans quelle mesure il pouvait se maintenir au pouvoir. M. Évariste Boshab a sorti son livre fin mai, début juin, intitulé « La révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation ». Initiative que nous avons combattue au niveau des forces acquises au changement en faisant signer la pétition « Touche pas à mon 220 et pas de présidence à vie en RDC ». Après M. Boshab, M. Minakou, président de l'Assemblée nationale, a commencé une campagne pour faire passer le message qui consistait à dire que Kabila partira le jour où il y aura élection dans ces pays, en invoquant l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution. Nous l'avons contré en faisant clairement comprendre que cette disposition constitutionnelle devait se lire avec l'article 73 de la même Constitution qui dispose, je cite, « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement comme aux États-Unis. Les élections se tiennent le 20 novembre. Le 20 novembre, on connaît le président américain. Mais le président prend ses fonctions le 3e lundi du mois de janvier. Mais pendant ce temps-là, c'est le président sortant qui continue à gérer les affaires courantes, les affaires du pays. Donc, il est nullement question de proroger le mandat au-delà du 19 décembre 2016. Chaotique de 2006 et de 2011, il nous a parlé de la pétition et nous pensons que c'est le clou. Je voudrais que nous restions autour de 2 points. J'ai intitulé mon intervention « Clarification sur les discours du pouvoir et de l'opposition, sauvons la RDC ». Nous avons donc 2 discours. Que dit le pouvoir ce dernier temps? Que dit l'opposition dans les mêmes circonstances ces derniers temps? Parce que notre convention, nous l'avons voulu aussi comme une réponse à la rencontre de Kingakati. Quelles sont les idées forces que nous avons rencontrées qui sont véhiculées chaque jour par le pouvoir et parfois même par nous-mêmes par distraction? J'en ai retenu une dizaine. Nous parlons très couramment ici. Kabila brigue un 3e mandat. Je pense qu'il faut qu'on corrige
c'est faux. Kabila, s'il se maintient après 2016, ça aura été son 4e mandat. Oui, nous lui avons fait grâce de ne pas comptabiliser 2001, 2006. Il n'est pas reconnaissant. On efface avec notre complicité 5 années de pouvoir. Il faut qu'on corrige. Deuxièmement, les gens ont parlé sur l'éventualité de maintien. Nous avons entendu parler M. Machal, M. Bochab. Nous avons aussi entendu parler M. Mende. Nous avons entendu parler de M. Minabou. La question qui se pose de tous ces messieurs-là, qui expriment réellement l'idée de Joseph Kabila, nous devons le savoir. Nous croyons que le fond de la pensée de M. Kabila est exprimé par M. Machal. La présidence à vie dans la direction de Kabila CCCO. Lorsque Nende dit le passage de flambeau se fera de manière civilisée, mais on ne veut pas qu'il y ait passage de flambeau. Lorsqu'également, quelque part on dit je ne veux pas de dauphin, je n'ai pas préparé de dauphin, mais nous sommes déjà intelligents. Parce que celui qui parle de dauphin, ça signifie monsieur, à la fin de votre mandat, partez. Mais monsieur vous dit non, moi je ne prépare pas de dauphin. Moi je veux rester. Tout ça doit aussi être très clair. Très clair. On va à Kingakati. On invite les gens de la majorité. On leur dit, messieurs, comme vous êtes là-bas, est-ce que nous sommes venus comploter contre la Constitution et la nation? Ils peuvent répondre comment? Ils peuvent répondre oui. Ça aussi, nous devrions le savoir. Nous, on était à l'université dans les années 71. Nous sommes enrôlés dans l'armée. On arrive au camp et un matin, un colonel vient au rassemblement. Il court des bruits à la cité que nous avons tué les étudiants. Alors, messieurs les étudiants, oyo ayebi ke tobomaki ye atombola mosala. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas demander à ces messieurs de s'accuser publiquement. L'autre idée, c'est le suffrage indirect pour les députés provinciaux. Nous pensons que ce n'est pas un jeu. Il s'agit simplement de deux choses importantes. Première chose, il faut créer un précédent. Lorsqu'on aura à valider ce précédent, on va légaliser le suffrage du président de la République au suffrage indirect. Du reste, ils en parlent, en prenant l'exemple de l'Afrique du Sud. Il faut que le président soit voté par les députés. Il faut d'abord avaliser un
précédent. La deuxième chose, nos amis en face, nos compatriotes, ne sont pas des idiots. Ils ont déjà qui réfléchissent. Ils ont tiré les leçons de leur impopularité. 2011, 2006, on l'a dit ici. Ils n'ont pas gagné les élections. Ils ont vu que le peuple n'en voulait pas. Et la première leçon, changeons le jeu. C'est tour unique au lieu de deux tours. De 2011, l'impopularité est grandissante pour plusieurs raisons. Pour ces élections-là, pour la complicité dans la guerre à l'Est, pour la détérioration de la situation sociale, pour. Un homme intelligent ne va pas s'embarquer dans une opération où il se sait perdant. Ils savent que vous n'allez pas voter pour eux. C'est pour cela qu'ils se sont votés en 2011. Mais que faire du reste? C'est nous qui avons été distraits. Déjà en 2011, tirant les leçons de leur impopularité, ils ont évité que des franges importantes de la population ne participent au vote. Dans beaucoup de régions, on a minoré le nombre de bureaux de vote. On a allongé les distances. On a même minoré le nombre de bulletins dans les bureaux. Il y a des gens qui n'ont pas pu voter parce que le bureau de vote se trouvait à 50 km. Il y a des gens qui n'ont pas pu voter parce que leurs noms ont été affichés la veille, sinon le matin. Dans les coins hostiles comme Kinshasa, nous avons tous vécu la disparition des conteneurs des bulletins de vote. C'était déjà fait, écarter les électeurs hostiles. Par contre, là où on se croyait avoir la faveur du peuple, comme au Katanga par exemple, on a démultiplié et la démographie et le nombre de bureaux et tout. On devrait être très attentif. Maintenant, sachant que vous les haïssez de plus en plus, c'est tout à fait logique qu'ils disent ne nous votez plus parce que vous n'allez pas nous voter. Nous allons demander que les députés qui nous sont favorables nous votent en votre lieu et place. Si par exemple l'excellence Moïse Kongolo est candidat contre Joseph Kabila, qui va vous voter au Parlement? C'est joué d'avance. Le manque d'argent, oui. On nous répète ça à plusieurs reprises. Il y a manque d'argent. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse ressortir la contradiction. Quelqu'un l'a dit ici. Il y a manque d'argent. Mais nous avons tous étudié. Lorsque vous avez peu de moyens et beaucoup de besoins, vous appliquez la règle de 3. Chaque année, vous mettez quelque chose de côté. Qu'est-ce qui a été mis de côté les 5 dernières années? Qu'est-ce qui a été mis de côté? Rien. Je manque d'argent. Mais vous multipliez les dépenses. Parce que je manque d'argent, je vais organiser les élections à la base. Parce que je manque d'argent,
je vais organiser le référendum. Parce que je manque d'argent, je vais prendre en charge pendant plus d'une année le M23. Est-ce que c'est logique? Tout ça également, ça devrait être compris. On nous dit également, c'est trop tôt de parler maintenant des élections. Nous avons encore 2 années devant nous. Je pense, ça c'est une stratégie classique pour endormir l'ennemi, afin de lui faire connaître une surprise désagréable. L'histoire nous donne beaucoup de cas comme ça. Staline vient en Allemagne, renouveler l'accord de non-agression avec Hitler. L'accord est renouvelé. Il quitte Berlin à 17h. À 5h du matin, l'Allemagne attaque la Russie. C'est un cas d'école. Donc, vous croyez que l'adversaire est sincère et il vous surprend. Si vous dormez en disant que vous avez encore 2 années, vous serez désagréablement surpris. Il faut continuer. Pétition Malouane. Lorsqu'on circule, on entend les gens dire « Pourquoi vous en prenez à Malou ?» C'est un saint prêtre catholique. Non, je pense que nous ne nous en prenons pas à M. Malou. Nous l'aimons beaucoup, c'est notre frère en Jésus-Christ. Mais, ce contre quoi nous nous soulevons, c'est de voir Malou embarqué dans un processus de présidence à vie d'un homme. Jouer pour que la Constitution soit torpillée et que celui qui a terminé son mandat continue ce mandat. C'est sur ce point qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Si c'est pour dire les messes, bon, il y en a qui vont à la messe. Mais si c'est pour désorienter la population, nous sommes dans l'obligation de dire non, notre frère. Comme on dira non à n'importe qui fera de la même manière. Il y a également les gens qui vous disent « Mais pourquoi vous faites tant de bruit maintenant ?» Les Américains insistent beaucoup pour qu'il y ait des élections. Nous disons tant mieux. Si les Américains disent il faut qu'il y ait des relations, des élections pour les Occidentaux. Mais il faut encore que nous ayons des garanties sur leur sincérité. Nous avons vu les Occidentaux, le changement de discours avec le M23. C'est des forces négatives. C'est des forces terroristes. Il faut les éliminer. Et quand on veut leur faire la guerre, non, négocier. Ça ne suffit pas. On ne peut pas être trompé chaque jour. Nous croyons que le problème des élections est d'abord et avant tout notre problème. C'est nous qui devons les imposer. On ne peut pas se retrancher parce que X, Y a dit que oui, il faut les élections chez vous. Ce n'est pas leur problème a priori. S'ils sont sincères, tant mieux. Mais de toutes les façons, c'est nous qui devons leur imposer cela. On nous dit également, mais monsieur, il faut laisser Joseph Kabila continuer les œuvres. Il asphalte les routes. Il vient d'inaugurer le cinquantenaire, là, c'est quoi? L'hôpital du cinquantenaire. On dit oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord.
Mais messieurs, toutes les salles dans lesquelles nous siégeons, toutes les routes que nous avons à travers le pays, asphaltées, les grandes écoles, qui les a construites? Ce sont les Belges. L'éclairage public, c'est les Belges. Est-ce que nous avons dit parce que vous avez fait des routes, des écoles et tout ça, restez? Vous avez fait ce que vous devriez faire pendant un temps donné, quand a sonné l'heure des indépendances. On vous a dit merci. Bokende, Tokomolana, etc. Je pense qu'un homme intelligent et décisif, même si on nous construisait des boulevards dans chaque village, même si on construisait des hôpitaux du cinquantenaire avec soins gratuits dans chaque village. Mais quand c'est fait mandat, c'est fait mandat. C'est un problème de principe. Au Sali, de remercier yo. Dans les démocrates, vous avez vu aux États-Unis, Clinton a réalisé des performances économiques extraordinaires. À la fin du deuxième mandat, chef, merci. Kendena. La femme vient, je suis candidate et tout ça. Non, maman, c'est maman, parce que il faut que l'on soit clair. Il ne faut pas que par vous, votre mari continue à diriger. Ce sont des principes élémentaires de la démocratie. Bon. Je laisse les mots. Je prends maintenant le soubassement de notre combat. Le président Kamere a dit ici qu'on n'en voulait pas à des individus. Non, nous combattons pour les principes. Et l'une des exigences majeures, c'est que chacun de nous a l'obligation de respecter et de faire respecter la Constitution, les lois de la République. Si vous violez les lois, vous êtes un délinquant. La justice s'occupe de vous. Mes chers compatriotes, la Constitution que nous avons ici, qui l'a rédigée? Qui a battu campagne pour que nous la votions par référendum? Qui l'a promulguée? La signature qui est là-bas, c'est la signature de Koutoura. Ah, c'est Kabila. Je pense que nos amis sont rattrapés par leur propre constitution. C'est eux qui nous ont fait cette constitution. C'est eux qui nous ont demandé de voter. Nous avons voté massivement. Dans cette constitution, quand le président prête serment, la formule est même là. C'est le nom qui n'est pas mis. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République. Je jure, moi, devant Dieu, devant l'opinion nationale et internationale. Qui l'a obligé? Dans la même constitution, il est dit, si le chef ne respecte pas la constitution, il est accusé de... C'est la constitution.
Ce n'est pas le chef Mpaka qui a dit ça, c'est dans la Constitution. Dans la Constitution, c'est eux et eux seuls qui ont mis les articles verrouillés. Vous ne pouvez plus revenir au monopartisme, ni syndical, ni politique. Vous ne pouvez pas dépasser le mandat, sinon c'est haute trahison. Vous ne pouvez pas rentrer à la dictature, c'est haute trahison. C'est dans la Constitution. Nous nous rappelons serment charitablement. Mes chers amis, respectons tous la Constitution. Le problème ne devait même pas être posé en termes d'opposition, de majorité. Non. De citoyens devant l'obligation de respecter leur propre Constitution. Et la Constitution nous intime l'ordre à l'article 64. Je crois qu'il faut le relire. Vous avez le devoir, vous avez l'obligation de vous en prendre par tous les moyens à quiconque me viole. C'est ça la Constitution. Si vous trouvez que monsieur là-bas est en train de me violer, défendez-moi par tous les moyens. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nationaux ou étrangers, nous devons la protéger, cette Constitution. Je pense qu'à la fin de cette convention, je vais demander à Dieu, en posant avec lui, de vous donner des médailles de droits civiques pour la défense de la Constitution. Je vous remercie. Communication. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Et nous pensons que l'assistance est très bien édifiée. Pour tous les 120 personnes qui vont devoir travailler dans les ateliers. Donc, nous avons voulu nous associer à cette réflexion. Une réflexion très importante parce que lorsque le pays est en difficulté, il faut qu'il y ait une sorte d'intelligence. Ceci nous permet naturellement de voir de voies et moyens pour nous en sortir. Pourquoi pas booster notre pays. Vous connaissez que dans un parti unique, tout le monde réfléchit comme des bouteilles de prémisse dans un casier de bière. C'est la pensée unique. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'imagination. Et puis, il n'y a pas parti d'opposition, parce que l'opposition, c'est un pilier incontournable de la démocratie. L'opposition, c'est une fraction de citoyens. C'est donc l'ensemble de fractions de citoyens qui ont des opinions, qui ont des idéologies, et qui estiment que chacune peut pouvoir prétendre accéder à des responsabilités et faire les contraires de ce que les autres ont fait. Malheureusement, le parti unique ne nous a pas donné cette opportunité, mais généralement, vous savez, les présidents fondateurs ont tendance à décider qu'eux-mêmes. On ne peut pas mettre même à profit les différentes expertises qui existent. Sur une question de droit, est-ce qu'on a appelé? On a appelé les gens pour discuter sur cette question, pour qu'on lève l'option. On peut faire une conférence de paix, tant mieux. Mais que disent les juristes de la maison? Ça, c'est un problème. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de parler, petit pactuage, on va changer la constitution, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons en opposition? Opposition aujourd'hui, par rapport au calendrier. On dit non, Malo, il doit partir. Nous voulons quoi? Il faudrait que nous sachions ce que nous voulons. Malo a proposé un projet. Ok, c'est une production, tant mieux. Mais nous disons quoi? Quel est le projet de la que nous présentons? Nous voulons quoi? Parce que vous savez l'expérience que j'ai eue à 2011. Au moment où on devrait réfléchir sur la cartographie électorale, au moment où on devrait construire l'ancrage géographique, au moment où on devrait se répartir les rôles, mettre en commun nos moyens d'action, nous déployer à travers le pays. On a dit non, fichier électoral. Ok, on a fait 3 sorties, 4 sorties, 5 sorties. Ok, c'est bon. Et alors le résultat? Les fichiers sont restés les mêmes et on nous a trompés à travers le pays. Non, écoutez, il faut au même moment qu'on prenne un scénario. Il faut d'autres scénarios additionnels qui nous permettent non seulement de faire des déclarations, mais aussi de nous organiser pour qu'à différents niveaux d'atterrissage, nous puissions être présents et contrôler les choses. Surtout que les élections, le dépouillement est manuel. Ça dépend de la représentation. J'ai dit à un moment donné, on dit dans 64 000 bureaux de vote.
J'ai posé à certains amis qui étaient à l'opposition, moi j'ai dit, ok, nous sommes à des semaines, faisons la cartographie, voyons comment nous sommes représentés à différents niveaux. Il n'y a pas cette cartographie. Combien nous sommes présents? Et les différents alliés, comment nous pouvons nous répartir les rôles? Qui est à Djumba, à Djungu? Qui est à Wamba? Qui est l'allié qui peut nous représenter là-bas? Comment nous pouvons faire le choix de personnes qui peuvent nous représenter pour que demain nous puissions justement pousser la situation? Ça n'a pas été. Il ne faudrait pas que cette erreur revienne. Il ne faudrait pas vraiment pas que cette erreur revienne. Il faut que chacun soit posé et qu'il agisse de manière moins émotionnelle pour qu'ensemble, nous connaissons les meilleurs d'entre nous, pour qu'ensemble nous puissions nous accepter comme tels. L'incohérence. L'incohérence et le manque de sincérité de l'opposition. La diversité des groupes que nous avons annoncés, c'est une richesse. Mais il faut voir. C'est un bien, ça pique la classe politique congolaise. Hier, on était ensemble. Demain, on devient 2. Le lendemain, le même groupe devient 3. L'autre groupe devient 4. Et puis on crée pour pouvoir se dire, et tous seront été à l'université. Tous les universitaires. C'est dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette médiocrité doit être gérée. Et la médiocrité ne doit pas être mise au devant de la scène. Il faut savoir la gérer. Et la capacité des leaders, c'est la capacité de gérer ses émotions, la capacité de comprendre que la configuration de la société, c'est aussi les mauvais, c'est aussi les meilleurs. Et d'aborder même les meilleurs. Et de les mettre à la qualité pour qu'effectivement les choses avancent. Il me semble que le discours qui consiste à sélectionner, le discours qui consiste à rejeter, ce discours-là, il est très malsain. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que lorsqu'on veut construire une dynamique de développement d'un pays, lorsqu'on a pluralité d'opinion, il faut savoir mettre en place des agendas stratégiques. Les agendas stratégiques, ce sont des intérêts croisés, le point commun, qui nous permettent de se mettre ensemble et de mettre tout ce qui nous divise au frigo pour que nous puissions avancer. C'est cette manière technique qui finalement nous aidera à sortir de cet abîme. Éviter la mauvaise gestion des ambitions, parce que c'est elle qui divise que c'est la reste qui nous se rassemble. Encore une fois, je vous remercie et je termine. Je suis pourchassé par le temps, mais juste un proverbe chi dans le Kivu qui dit l'union est la force des faibles. Quand vous vous sentez faible devant le pouvoir qui utilise les armes et vous n'avez pas les armes, il faut être unis. Il faut être unis sincèrement. Chacun doit s'abstenir de ses ambitions pour qu'ensemble nous puissions constituer une force. Chez les Tétères, on dit ceci. La gazelle était l'ami du crapaud. La gazelle avait pris la tête du crapaud. Et la gazelle, parce qu'elle était forte. Alors qu'est-ce qui se passe? La gazelle a refusé de pouvoir payer la dette. Et les crapauds disent, moi je suis très faible. J'ai fait quoi? Il a appelé tous les crapauds. Soyons ensemble. Comment nous pouvons faire pour récupérer cette créance? Et en fin de compte, les crapauds se sont entendus en disant chacun doit prendre les cotons, il va mettre sur la tête. Chaque fois que la gazelle passe quelque part, il faut poser le problème de la dette. Et ils se sont organisés dans tous les espaces géographiques. Et chaque fois que la gazelle allait dans telle direction, donnez-moi la dette. Dans telle direction, donnez-moi la dette. Il dit ça devient difficile et la gazelle a fini par payer la dette. Je vous remercie. Société civile, il était dans sa spécialité, il nous a donné beaucoup de statistiques de ce que la République démocratique du Congo revanche. Nous lui disons grand merci et vous verrez dans les ateliers qu'on ira beaucoup plus en profondeur. À présent, nous allons inviter un autre de la société civile qui a une spécialité. Et ce que je vais dire en fait est également tiré d'un livre que je prépare sur les monarchies présidentielles en Afrique. Donc très brièvement, je crois qu'il nous faut impérativement respecter la Constitution. Les mots que je viens et je vais dire tout à l'heure, je les ai prononcés en octobre de l'année passée en France, lorsque j'étais pour mes enseignements. Et comme je l'avais promis à mes étudiants de l'université de Kinshasa,
il fallait également le faire à l'université belge de Louvain-la-Neuve. Je l'ai fait. Je l'ai fait en Afrique du Sud et je suis heureux de le refaire aujourd'hui. C'est que d'une façon impérative, il nous faut respecter la Constitution. Les mots sont également tirés d'une communication que j'avais faite en 2007 à Ouagadougou, au Burkina Faso. À l'époque, les Nations Unies m'avaient demandé de préparer une petite présentation intitulée « La vie après la présidence en Afrique ». Il fallait démontrer qu'il y a une vie après la présidence. J'avais reçu cette offre-là et je m'étais retrouvé à Ouagadougou au Forum africain sur la gouvernance, un peu comme aujourd'hui. Et j'étais l'exposant principal. Celui qui dirigeait la cérémonie, c'était le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. On arrivait au Burkina Faso, on voyait des pancartes partout avec son effigie, avec des dimensions colossales. Le père de la Révolution. Il était à ma droite et à ma gauche, c'était celui qui avait commenté sur mon papier le président Chissano du Mozambique et qui venait d'être président de l'Union africaine. Il était à Ouaga pour commenter le papier que j'avais fait. Et j'avais alors terminé la communication devant le président Compaoré. Je crois que si je devais être à Ouagadougou, je devais rappeler les mêmes mots. Il faut quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Parce qu'après tout, le pouvoir finit par quitter. Le pouvoir finit par nous quitter. Et cela rappelle un peu les mots de Victor Hugo. Victor Hugo qui écrivait quelque part « Gloire, honneur, fortune militaire, toutes les choses de la terre ne sont sur nous posées que comme l'oiseau sur nos toits. » Et qu'au fait l'oiseau, lorsqu'on s'approche, il s'envole. Les honneurs s'envolent, les fortunes s'envolent, les richesses s'envolent, les gloires s'envolent, les amis s'envolent. Les temps, ce que j'appelle les tambourinaires du pouvoir, les flatteurs. Moi, je les appelle les tambourinaires du pouvoir, ils disparaissent. Les turiféraires du pouvoir, ils disparaissent. On l'a vu avec Mobutu et on le verra sûrement en 2016. Très brièvement, je voudrais dire que la Constitution, je l'ai dit. Et je crois qu'il ne faut pas... On m'a dit que tu as sacrifié trop de cartouches alors qu'il n'y avait pas d'animal à abattre. Depuis que j'ai fait cette démonstration scientifique, qu'il n'y a aucune argumentation scientifique qui justifie la révision de l'article 220, il n'y en a pas, il n'y en aura pas, il n'y a pas eu un constitutionnaliste de la majorité, ou d'ailleurs aux États-Unis, en Asie ou en Afrique, pour dire le contraire. L'article 220 de la Constitution ne peut pas faire l'objet d'une quelconque révision. Et c'est que je vais essayer de dire parce qu'on en parle. Même l'élection au suffrage au second degré des députés provinciaux, il n'y a pas d'argumentation scientifique pénale. Il n'y en a pas. Et on a entendu beaucoup de choses sur la Constitution. Avec vos excuses, j'aimerais quand même dire une chose. On ne fait pas du journalisme constitutionnel. La Constitution ne s'interprète pas comme cela. N'importe qui va se présenter à la télévision pour dire, écoutez, pour moi, on doit réviser la Constitution. Elle est mauvaise. Mais ce n'est pas possible. Et quel est le niveau intellectuel de ces gens qui parlent? Voilà ce qu'on nous a dit. Je recherche un peu quelques arguments. Vous voyez la Constitution, la Constitution est mauvaise. C'est pourquoi il faut la réviser. Bien, mais il n'y a pas de Constitution parfaite.
Nulle part, il n'y a pas de constitution parfaite. Et puis comment voulez-vous que les gens qui sont imparfaits puissent produire une constitution parfaite? Ce n'est pas possible. Et puis dans un pays comme le nôtre, comment permettre à ceux qui violent la constitution à la longueur de journée de venir nous dire que la constitution est mauvaise? Comment permettre aux corrompus? J'ai entendu mon prédécesseur qui a évoqué l'image de Jean-François Bayard, un politologue français, qui fait un bon livre là, de politique sauf de pays, la politique du ventre. Qu'est-ce que Jean-François Bayard avait constaté au Cameroun? Lorsque vous arrivez au pouvoir, du peuple, au nom du peuple, ce n'est pas le peuple, au nom de son ventre. Donc, la constitution que nous avons, ce que je voudrais vous dire, c'est la meilleure constitution que nous pouvons avoir à l'heure qu'il est. C'est la meilleure que nous puissions avoir. Et puis on nous dit, c'est même une insulte. Je suis souvent à la télévision quand je suis à l'extérieur. Qu'on dise cela devant le président de la République. C'est lui qui, en vertu de l'article 70, a prêté serment d'observer et de respecter la Constitution. C'est un problème. Il n'y a pas de place pour un sourire lorsque les gens complotent pour voler la Constitution. Et en fait, la messe noire, dans l'affaire où elle a eu lieu, c'était un complot contre la Constitution. C'est la haute trahison. Les gens se mettent quelque part, mais je suis heureux et je suis venu parce que j'ai déjà dit, si vous m'invitez dans une ferme, je ne viendrai jamais. Je ne viendrai pas. Et puis la Constitution est sacrée. Lorsque j'ai appris qu'on est à Fatima, et c'est l'Église, et c'est Dieu qui nous regarde. Parce que la Constitution fait absolument partie du sacré. Et on ne blague pas avec le sacré. Je jure devant Dieu et devant la nation. Je ne sais pas si on sent la même chose. Jurer devant Dieu, à qui on ne trompe jamais. Jurer devant Dieu, l'Éternel d'Israël, qui ne dort jamais et qui veille sur sa parole, d'après ceux qui sont dans les Écritures. Jurer devant Dieu qui est immortel. Jurer devant la nation. Et la nation, c'est qui? C'est pas seulement les vivants que vous êtes, mais c'est aussi les morts. C'est aussi les générations à venir. Voilà l'importance du serment. Et si moi j'étais dans cette ferme-là et j'étais chef de l'État, j'allais chasser tout le monde. Donc on ne peut pas blaguer avec la Constitution. On nous a dit que c'est une constitution de l'étranger. Une constitution de Liège. On m'a dit que c'est une constitution, un monsieur est passé à la télévision, il fait trop de bruit. Je ne sais pas où il est sorti. Il dit que c'est la constitution des belligérants. Lui ne parle même pas de la révision de la constitution, il parle de changer la constitution. Et les gens l'observent, et je disais à des collègues à l'université, pendant que des énergumènes importunent la constitution de la République, les professeurs d'université se mettraient à l'écart, ils deviendraient muets pendant qu'on parle de problèmes de droit. Et pourquoi nous avons étudié le droit? C'est absolument intolérable. C'est absolument intolérable. Et il y a de l'insulte, voire même les arguments. La Constitution vient de l'étranger. Mais quel étranger? Lorsque le peuple congolais à 84%, les gens sont morts pour cette constitution. Il ne faut pas noter les morts. 84% ont dit oui. Et même lorsque mais parlons pas des experts de Liège. Mais nous avons nos propres experts.
Vous ne voulez pas que je vous cite leur nom? Vous les connaissez? Non. Alors, c'est comme si nos propres experts reconnaissaient qu'ils n'étaient rien. C'est comme si notre université reconnaissait que nous n'avions pas d'expertise. Non. Et le président de la République a promulgué cette constitution. Donc vous voulez dire que le président de la République aurait promulgué une constitution des étrangers? Donc il est aussi étranger? Donc, et ceci, cela? Non. C'est pourquoi nous ne voulons pas les suivre sur ce point-là. Nous ne voulons pas les suivre sur ce point-là et nous disons la Constitution a été adoptée par référendum, elle a été promulguée par le président de la République. Le président de la République a prêté serment devant cette Constitution, c'est une Constitution congolaise. Et puis, ce n'est pas parce que des experts étrangers ont participé que ça devient une Constitution étrangère. La Constitution allemande, d'après la guerre, il y avait des experts des pays vainqueurs. La Constitution japonaise, elle a été imposée par les Américains. Le Japon ne pouvait même pas envoyer son armée à l'extérieur. C'était des dispositions de la Constitution. Et vous n'allez pas dire que cette Constitution-là n'est pas japonaise, elle est américaine. Ce sont de faux arguments. On nous a dit non, c'était l'œuvre des belligérants. Mais où sont les belligérants aujourd'hui? Est-ce qu'au gouvernement, il n'y a pas de belligérants? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, il n'y a vraiment aucune argumentation scientifique. Et Dieu merci, personne ne s'est levé pour dire qu'il y en a. Pour réviser l'article 220. Et maintenant, comme on ne sait plus, heureusement, Dieu merci, le point a été suivi et je remercie les amis de Sauvons le Congo dans l'ensemble, parce que c'est à cause de cette lutte que des personnalités comme Raphaël Gaulle sont capables de soutenir maintenant ceux qui le soutiennent. C'est grâce à votre action que vous voyez ce changement de tonalité dans le discours de l'Union européenne. Ils vous disent ceci, c'est bien, nous compatissons avec vous, mais nous ne sommes pas congolais. Ils tiennent compte de la pression telle qu'elle vient de nous. Et à titre personnel, j'ai écrit 2 ouvrages sur Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique. L'un en anglais, l'autre en français. Et avant que je ne quitte, je viens ici, l'ambassadeur des États-Unis à Pretoria, il posait la même question. Le prof, what do you think about that book? What is going to happen in your country? Concernant 2016. Je lui ai dit ceci, j'espère que vous allez nous aider. Le président Barack Obama, il quitte en 2016. Même s'il a construit des ponts inachevés. Vous n'allez pas me dire non, laissez-lui d'abord terminer le chantier, c'est non. C'est ce qui était arrivé malheureusement avec le président Mamadou du Niger. On lui a dit ne touche pas la Constitution, lui il renvoie la Cour suprême. Et au moins ils ont une Cour suprême indépendante. Même au Parlement où il avait la majorité, le Parlement dit non. Et au moins, ils ont une majorité qui est responsable. Et quel était l'argument? Non, le seul encore un peu, parce qu'il construisait un pont sur le fleuve Niger. Il achève le pont. Vous savez ce qu'on lui a fait? Ça ne va pas se faire chez nous, évidemment, parce que je suis conscient que le président de la République quitte en 2016. Donc, on ne peut pas réviser l'article 220. Et je voudrais vous dire une chose. Ceux qui font du journalisme intellectuel,
constitutionnels, ils vont vous dire, écoutez, il n'y a que l'article 220 qu'on ne touche pas, d'autres on peut toucher. C'est faux. Dans la doctrine constitutionnelle actuelle, okay. Dans la doctrine, à l'heure qu'il est, la doctrine, c'est ça, l'ensemble des écrits des grands chercheurs en droit. À l'heure qu'il est, ne venez pas nous dire non, écoutez, nous ne touchons pas à votre article 220, mais nous allons toucher à d'autres. Faux. Il y a des dispositions intangibles expresses. Et il y a aussi des dispositions intangibles implicites. Les dispositions intangibles expresses, c'est comme l'article 220. Mais il y a des dispositions intangibles implicites. Je vais vous en donner quelques exemples. L'article 64, qui dit que le Congolais, le peuple, doit réagir, s'opposer à tout celui qui prend le pouvoir par la force et s'y maintient à violation des dispositions de la Constitution, n'est-ce pas? Oui. C'est une disposition intangible directement liée à 220. Parce qu'on peut venir demain, écouter, changeons même l'article 264 parce que ce n'est pas l'article 220. Non, c'est une disposition intangible implicite. Je vais vous en donner une autre. Par exemple, si je prends l'article 1er, la RDC dans ses frontières du 30 juin 60, un état de droit indépendant et souverain. Vous voulez changer parce que souverain indépendant, ce n'est pas l'article 220. Nous pouvons changer ça. Est-ce qu'on peut changer ça? Non. On cesse d'être un état de droit. On cesse d'être un état indépendant et souverain. Parce que ce n'est pas l'article 220. On ne peut pas changer. C'est une disposition intangible, implicite. Merci pour le coup. Et s'agissant maintenant des élections dont j'ai entendu parler, sur les élections, d'abord j'ai écrit que c'était une catastrophe, les élections de 2011. À partir de l'endroit où je me trouvais, j'ai été parmi les premiers à signer la pétition contre M. Lévi Maloma. Et je n'ai pas entendu ça parce que je le disais déjà ici. Je le disais déjà ici. Que si on ne révisait pas l'article 220, on va utiliser l'autre pion qui est à la CENI, à travers les élections. Et il faut surveiller cela de près. Nous sommes, j'aime bien je suis quand même un ancien séminariste, j'aime bien les amis. Mais quand on vous met un ancien prêtre à la tête de la CESAC, un ancien prêtre à la tête de la CENI, suivez de très près. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans indépendance des médias. Donc, l'article 197, on veut élire les députés au suffrage universel indirect. Parce que ce n'est pas l'article 220. Quelle est la magie? Si on vous fait adopter ça, on va sauter à l'élection du président au suffrage universel indirect. C'est un ballon d'essai qu'il faut dégonfler rapidement et maintenant. Ça ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que l'article 197 est lié à 220. Le suffrage universel. Ici, je disais un peu à mes étudiants ce matin, le mot suffrage universel direct est repris dans la Constitution du Congo 4 fois. 4 fois depuis le préambule jusqu'à la fin. Le mot suffrage universel indirect, comme ça se suit là, suffrage universel indirect, il n'est nulle part dans la Constitution. Vous pouvez la relire après. Maintenant, faire élire les députés provinciaux au suffrage au deuxième niveau, c'est une insulte contre le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple, nous avons le droit d'élire. Vous voulez priver le peuple de son droit d'élire ses députés provinciaux. Ce n'est pas possible.
Je voudrais aussi me passer d'autres arguments politiques. Le peuple a le droit d'élire directement. Vous voulez lui dire non, ce n'est plus vous, ce sont les députés professionnels. Non! Et le peuple souverain ne peut pas être privé de son droit. Et par qui? Vous avez déjà vu un mandataire priver le mandat de son autorité? Vous avez déjà vu un locataire priver le bailleur de son droit de propriété? Malheureusement, ce sont des choses qui veulent arriver au point. Donc, c'est inacceptable. Et si la Cour constitutionnelle était sérieuse, ça ne passerait même pas devant la Cour constitutionnelle. Oui, on ne peut pas le faire. Dans l'état actuel, qu'on laisse la Constitution de la République telle qu'elle est. Et pourquoi est-ce qu'on doit le faire seulement à la veille des élections? Pourquoi? Pourquoi? Et attention, j'ai entendu parler de cette incise-là. Nous irons au référendum. Je crois que ça, c'est pour la propagande. Il n'y aura pas de référendum. Le référendum, c'est une élection comme l'élection présidentielle. Le référendum, c'est une élection, mais l'élection d'un texte. Vous allez le faire quand? Vous avez quel moyen? Qui va vous le laisser faire? Dans tous les cas, au niveau, on est dans les réactions que l'on voit, les réactions de l'intérieur, de Sauvons le Congo, de toutes les forces acquises au changement, les réactions qu'on sent des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne, je doute très fort pour ces référendums-là. Et vous savez aussi le référendum. Qui vous dit que si vous alliez par hasard au référendum, que vous allez gagner? Qui vous a dit? Vous voulez au référendum, pourquoi? Pour dire au peuple, nous te prenons ton droit, tu n'as plus le droit d'élire, et vote-nous ça. Ce peuple-là va approuver? Ce n'est pas possible. Même si par hasard on allait à ce référendum-là, ce serait une catastrophe. Mais Dieu merci, le référendum n'aura pas lieu. C'est de la poudre aux yeux. Voilà donc, chers amis, le directeur de programme insistait sur le temps. Je voudrais tout simplement revenir sur le fait qu'il faut respecter la Constitution. Et comme je l'ai dit au début, il y a une vie après la présidence. Et je crois que nous, qui faisons l'effort du changement, sauvons le Congo, je crois que nous aimons le plus le président de la République. Mais oui, vous aimez le président de la République parce que si jamais on violait la Constitution, tous les avantages que la Constitution vous reconnaît tombent. Si vous violez la Constitution sur laquelle on a prêté serment, le sénateur à vie, ça tombe. Les avantages matériels, ça tombe. Ça met le président de la République dans l'insécurité. Et ceux qui sont en train de le pousser à la faute, en fait, ils ne veulent pas de son bien. Les immunités tombent. Donc il faut absolument, et j'espère que nos amis, ce qui s'est passé au Burundi est quand même révélateur. C'est la majorité qui était restée seule. On a dit au président Nkurunziza, et le livre que je vais écrire ne parle pas seulement de Nkurunziza, de Paul Kagame, de tous ceux qui partent et qui ont voulu instaurer des monarchies présidentielles en Afrique. La majorité est restée seule vis-à-vis d'elle-même. Est-ce qu'ils ont eu le vote? Non, ils ont échoué. Ils ont échoué. Il y a une vie après la présidence et c'est certain. Thabo Mbeki a une vie après la présidence, vous l'avez vu dernièrement ici. Ils sont médiateurs. Le président Chissano, il avait eu le prix Moi Ibrahim sur la bonne gouvernance. Il est médiateur, il a les moyens. Abdou Diouf de la francophonie et maintenant son successeur, ils sont là.
Declerc est là, Bouyoya est là. En Tanzanie, il y a au moins 3 anciens présidents de la République. Allez au Kenya, il y en a. Allez au Nigeria, il y en a. J'étais au Bénin il y a quelques semaines. Allez à Cotonou, vous trouvez Soglo, vous trouvez Mathieu Kérékou. Ils sont là. Et nous avons besoin aussi de notre ancien président en 2016. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a 2 semaines encore, avec le président Bakili Moulouzi, ancien président de Malawi, il vient, on fait un papier, je reviens avec la même chose, avec d'autres qui étaient là. La vie après la présidence en Afrique. Le président Bakili, il vient, il monte à la tribune, avec son assistant, avec sa mallette, qui monte, on se salue. Je lui dis d'abord, monsieur le président, je suis fier d'être avec vous sur la même tribune, parce que quand j'étais venu chez vous, vous ne m'avez jamais laissé, vous étiez en fonction. Et il dit la même chose du prof, il y a une vie après la présidence. J'ai pu aller dans les rues. Et chez vous, là-bas, vous êtes du Congo. Je voudrais venir au Congo pour danser un peu la musique congolaise. Il y a une vie après la présidence. Et Mandela l'a démontré. Et qui sera plus grand que Mandela? Et voilà un monsieur, alors qu'il avait un 2e mandat à faire, il s'est dit j'arrête. Il serait président à vie. Il serait président à vie. Voilà un président qui a su respecter les textes de la constitution de son pays. Nous sommes en 98. 98, Mandela est là. La Cour constitutionnelle, la Cour, là-bas ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est le High Court, l'équivalent du tribunal de grande instance. La Cour veut prendre une décision contre le président Mandela. Dans sa force, il est président. C'est le père de la nation. Et avant d'annuler la décision du président Mandela, le juge qui était blanc, il dit « Je veux voir le président de la République ». Parce qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas d'immunité de juridiction. Toi, parce que tu es ministre, Cour suprême, Cour constitutionnelle, non. L'état de droit de tout le monde est égal devant la loi. Et vous avez suivi Jacob Zuma dans l'affaire de viol, devant le tribunal de grande instance. Et le juge veut voir le président Mandela. Et vous savez, les militants des partis au pouvoir, comme l'ANC, comme ceux qui sont au pouvoir maintenant ici, lorsqu'on parle du président, vous voyez des calicots partout. Des calicots. L'ANC a commencé à faire des calicots. Comment ce juge-là peut convoquer le père de la nation? Vers 16h, la présidence annonce un communiqué. Dit le président de la République va parler. On marche à Bloemfontein, à Cape Town, à Durban, on marche à Johannesburg, à Pretoria. On marche tous les militants là, parce que le juge a convoqué le président Mandela. 16h, communiqué du président Mandela. Il faut avoir un bon leadership. L'une des crises majeures de nos sociétés, de celle-ci, c'est la crise de leadership. Mandela vient à la télévision, il regarde, il dit bon, tous ceux qui ont marché, le président qui gronde son parti, le président qui gronde sa majorité. Première question, quand j'étais condamné en 64 au procès de Rivonia Trial, vous étiez où? 27 ans en prison. Si j'ai passé 27 ans en prison, c'est pour qu'il y ait l'état de droit. Le président Mandela se présentera devant le tribunal. Et il s'est fait représenter. Voilà le leadership. Nous avons besoin de ce leadership. Et je suis conscient, je rêve, en voyant les personnalités qui sont là et d'autres qui ne sont pas là, que nous aurons ce leadership-là. Le leadership politique doit être là. Et ce leadership, il doit être dans la majorité et dans l'opposition. Des gens qui, le matin, ils sont opposants. Le soir, ils sont dans la ferme en train de manger des œufs, qu'ils aillent manger des œufs. Il faut être constant dans la vie.
Ou bien on se bat pour les valeurs ou pour l'argent qui passe et qui disparaît? Ou pour les jeunes. Oui, ou pour les jeunes. Il faut un leadership, là ils en ont, même au niveau de la société civile. Cette société civile au Congo, nous avons besoin d'un leadership. Il n'y en a pas. Même au niveau des églises, nous avons besoin de leadership. Nous n'avons plus de Manoula ici. Nous n'avons pas de Desmond Tutu au Congo. Et quand vous voyez les responsables élevés au niveau des églises se corrompre pour l'argent qui passe et disparaît, tu te dis, mais nous sommes maudits, qu'est-ce qui se passe? Il nous faut alors sauver le Congo. Nous avons même besoin d'un leadership au niveau culturel. Vous avez des Youssou N'Dour qui savent parler. Vous avez des Myriam Makeba, Maman Africa, une danseuse de cabaret à Johannesburg, capable d'aller aux Nations Unies de parler pour son peuple. Où sont nos mamans africaines? La femme, ce n'est pas pour danser? Non. Et parlant des mamans, je viens la semaine passée. La semaine passée, le père du prosécuteur en Afrique du Sud, c'est comme le procureur général. Il a reçu des plaintes que le président Zuma a construit une maison privée chez lui en Kandra. Beaucoup de maisons à l'intérieur, 220 millions de rand. Les petits citoyens commencent à faire des plaintes au père du prosécuteur. Nous payons quand même les taxes, non? Oui. Il est président, cette maison-là, ce qui pousse là, c'est terrible. L'avocate, Maître Madoncel, nous avons besoin de femmes. J'espère que sauvons le Congo, nous devons avoir nos femmes. Elle est Zoulou comme Zuma. Elle est de la même province. Elle décide, comme j'ai reçu trop de plaintes, je vais enquêter chez Ankam. Il est parti. Et maintenant, on demande au président où est-ce qu'il a eu l'argent. Mais ici, lorsque vous voyez des gens qui font des dons, qui jettent ceci, d'où vient cet argent-là? Ils sont fonctionnaires, ils travaillent où? C'est ça un peu le leadership. Donc voilà, nous, je crois profondément que le temps coule vite. Nous devons absolument veiller au respect de la constitution de notre pays. C'est le bien le plus précieux que nous avons reçu. La constitution, ça ne se blague pas. Et puis il y a des gens qui ont fait 20 ans à n'étudier que la constitution. Vous ne pouvez pas comprendre quel mal ça fait pour un monsieur qui sort de nulle part. Il vous dit on peut modifier toute la constitution. Non. Déjà comme nous risquons de tomber par crise cardiaque. Il sort d'où? Oh, vous voyez la constitution, tout le monde est docteur ici, tout le monde est maître ici. Il a étudié la constitution. Nous disons ceci, c'est la meilleure constitution que nous pouvons avoir à l'heure actuelle. Il y a des dispositions tant intangibles, explicites et implicites. On ne doit pas toucher à cette constitution. Et j'ai entendu un autre argument. On a dit on va toucher même les Congolais de l'étranger pour séduire les Congolais de l'étranger. Ils vont voter. Pour que les Congolais de l'étranger votent, c'est la loi électorale. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Donc, toutes ces questions-là, de parité ou quoi, ça c'est on n'a pas touché à la Constitution. Ailleurs, je suis estomaqué lorsque je vois des mamans, surtout de l'autre des mamans. On a compris. On nous a dit 30%, on commence à fêter. On nous a offert 30%. On nous a donné 30%. Nos mamans nous vont lutter. Qu'est-ce que c'est que 30%? Nous avons besoin de beaucoup de femmes dans nos milieux. On a besoin de beaucoup de femmes convaincantes et convaincues à sauver le Congo. Et dans toutes les forces du changement. Et on aura plus que les 30%.
Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille, je vais vous donner. Tu vas donner, c'est un cadeau à toi. Voilà donc, on doit s'y maintenir. Je souhaite, ce sont les mêmes propos qu'on dira ce soir et sur Radio Okapi, c'est le même discours. On doit respecter la Constitution de la République. C'est bien pour notre pays, c'est bien pour la démocratie et c'est pour le bien de tout le monde, même ceux de la majorité. Je vous remercie. Applaudissons donc pour les professeurs de la classe. Vous avez donné beaucoup de choses. Et nous pensons qu'on ne va pas lâcher un jour. Nous avons vraiment besoin de professeurs comme ça. Nous avons besoin d'un second la République démocratique du Congo. À présent, peuple, plus rien ne se passera sans nous. Honorable, ce numéro va également vous dire. On fasse des problèmes. Il faut les garder. Non, il faut. Et puis. Alors n'oubliez pas que tout ce qui vient de se passer, toutes ces explications, ces messages, ces communications, on va les mettre dans des supports que vous pouvez acheter pourquoi pas et suivre au niveau de nos familles. Pour d'avoir été là du début jusqu'à la fin, c'est ça le patriotisme. Merci beaucoup, mais nous continuons les travaux avec ceux qui sont... Alors le pays traverse des turbulences qui risquent de compromettre même les fondements de notre nation. Quand des citoyens s'élèvent et se réunissent avec la personnalité du pays, choisie et désignée comme telle pour observer et faire observer scrupuleusement la Constitution, la faire respecter, et se réunissent non pas pour faire respecter la Constitution ou pour la changer, pour leur propre intérêt, nous disons qu'il y a péril dans la demeure. Et c'est pourquoi nous n'avons pas voulu répondre de façon épidermique, compte tenu de l'importance de la question. Nous avons décidé d'entrer en convention. Ailleurs, ça s'appelle congrès. La convention avec plusieurs thèmes, non seulement nous limiter à répondre, et nous avons refusé ça, des questions-réponses aux amis de la majorité, mais balayer la question de la feuille de route de la CENI pour montrer que cette feuille de route viole l'esprit et la lettre de la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui doit se conformer à la loi électorale, c'est l'inverse. C'est la loi électorale qui doit se conformer à la Constitution qui est réputée une loi rigide et stable. Deux, démontrer que les deux hypothèses présentées par la CENI ne sont pas exclusives, exhaustives. Nous avons d'autres hypothèses et cela va être scruté par nos différents comités pour montrer qu'on a tué et on a omis expressément d'autres hypothèses qui pouvaient préserver la démocratie et la Constitution. Mais nous disons que le Congo va mal dans tous les domaines de la vie nationale, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la sécurité, que ce soit la démocratie, le Congo va mal. Et donc pour cela, nous avons dit, nous n'allons pas rester dans les critiques stériles ou nous limiter seulement à critiquer. C'est le rôle de l'opposition, son droit. Mais nous avons dit que l'opposition doit avoir maintenant aussi une capacité de proposer. C'est-à-dire une contre-proposition à la position ou à la proposition de la CENI. Nous avons dit aussi que nous devons mobiliser notre peuple parce qu'il doit savoir quels sont ses droits et que ces droits sont intangibles, personne ne peut les violer. C'est le peuple qui donne le pouvoir qui les retire. Donc quand ce peuple a déjà une constitution qui nous donne le droit de voter, de choisir librement ses députés provinciaux, nationaux et son président de la République, et que quelqu'un vienne pour dire « moi, je vais retirer ces droits à ce peuple » et qu'on essaye même d'effleurer la possibilité d'aller au référendum, c'est-à-dire aller dire au peuple, comme un imbécile, un idiot, nous venons vous demander de renoncer à votre droit de vous choisir librement vos dirigeants.
Mais on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais le référendum c'est un vote, voilà ce que nous venons de dire ici. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais les concertations nationales n'étaient pas prévues au budget de l'État. Il y a eu comme concertation nationale. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais nous voyons le train de vie dans le pays. On nous dit que nous avons 8,2% de taux de croissance, qui fait révéler l'Afrique et le monde entier. Notre taux de croissance est supérieur à celui de la Chine. Mais notre misère est égale à celle de la Somalie. Voilà les paradoxes. Et là, nous allons sortir aussi avec des idées forces pour montrer qu'ensemble, qui pensons que le Congo c'est un grand pays, ensemble qui pensons que nous pouvons nous mettre réellement au service de la nation et du peuple congolais, sans exclusion, c'est-à-dire de l'opposition de la majorité et de la société civile, nous avons sonné l'ère des rassemblements. Mettons-nous ensemble, nous disons bien c'est de la majorité, de l'opposition et de la société civile, parce que dans d'autres pays, on a démontré que la majorité peut sauver le pays. Ce fut le cas au Niger avec Mamadou Tandja, récemment ici au Burundi, où la majorité était seule dans la salle, mais devant sa conscience, cette majorité a dit non, nous sommes au service des Burundais et non du président du Burundi, pour les quelques individus autour du président. Et nous sommes venus ici pour dire, comme l'a dit le professeur André Mbata, qu'il y a une vie après la présidence. Donc il est possible que Joseph Kabila vive comme Thabo Mbeki, comme Mkapa, comme Winnie, comme Jerry Rawlings, comme Abdou Diouf, comme Obasanjo, comme Chissano, comme beaucoup de présidents que nous connaissons sans doute. Nous disons, il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Nous allons proposer ici que l'un des juristes nous fasse un projet, une proposition de loi, parce que ça vient des députés ou des citoyens, portant statut d'ancien président. Puisque apparemment, être sénateur à vie n'est pas suffisant, mais alors qu'on définisse le statut. Il aura droit à une liste civile, autant des domestiques, autant des éléments à sa garde. Il sera libre d'aller où il veut et revenir. Il aura un niveau de standing qui ne sera pas en deçà de tel confort. Parce que quand on a servi comme des pays au niveau le plus élevé, on ne doit pas se retrouver à un arrêt de bus en train de se disputer les esprits de mort avec les communs de mortels. Voilà ce que nous sommes venus faire ici. Et c'est dans un lieu sacré, à l'église Notre-Dame de Fatima. Le nom de Fatima. Donc, pas dans une ferme, pas enfermé quelque part en dehors. Dernière question, honorable. Dernière question. La majorité dit toujours que toutes les révisions au monde, toutes les constitutions au monde sont révisables. Pourquoi ça vous choque? Et pour terminer, lorsque vous dites sauvons la République démocratique du Congo, vous voulez la sauver de main de qui, honorable président? De main des voraces qui veulent réviser la constitution, pas pour le bonheur du peuple congolais, pour leur propre maintien au pouvoir. Toutes les constitutions du monde sont révisables. Ce n'est pas pour autant qu'on révise la constitution des États-Unis d'Amérique chaque jour. Aujourd'hui, un intervenant l'a dit, le professeur Kalele. Mais le président Bill Clinton a quitté le pouvoir avec plus de 70% d'intention de vote. Les Américains pleuraient, ils se disaient que s'il était possible de réviser la constitution, voilà l'occasion. Mais sa femme, qui est une citoyenne américaine, était candidate aux primaires des démocrates. Il n'a pas été retenu. Il pouvait aussi passer peut-être président de la République. Mais il a passé la main à Barack Obama, à d'autres, George Bush et les autres. Mais au Brésil, Lula est parti avec 82% d'intention de vote. La population, elle qui est souveraine, lui a demandé de revoir la Constitution, la réviser. Il a dit non. Ça serait un précédent très fâcheux. C'est une loi suprême et nous devons respecter cette Constitution. Donc tout ce qui est en train de se préparer maintenant, ça s'appelle coup d'État constitutionnel. Qu'on essaye de jeter un appât à ceux qui ne comprennent pas les choses, qu'on dise à nos amis de la diaspora, bon voilà, désormais vous aurez votre droit de voter, mais il n'est pas écrit dans la Constitution que les membres de la diaspora ne peuvent pas voter. C'est dans la loi électorale qu'il faut changer cela. Qu'on dise aux femmes, désormais vous serez 30% à l'Assemblée nationale. On ne doit pas le dire dans la Constitution, parce que la Constitution va très loin, elle parle de la parité, donc ça devait être 50%. C'est dans la loi électorale si on veut conserver 30% pour les femmes. Parce que la Constitution parle de la parité. La parité, à ce que je chasse, pour peu que je maîtrise encore les exercices de fractions, quand on dit parité, ça signifie des parts égales. Donc on devait donner 50% aux femmes, pas 30%. Alors qu'on cesse avec ce genre de combines où nous faisons tout en fonction de nous-mêmes. Et dans notre monde, tout à l'heure, nous avons dit l'ère des rassemblements a sonné. Nous devons tous nous surpasser et incarner des valeurs humanistes et républicaines pour que nous nous mettions résolument au service du peuple congolais. Les seuls que nous devons servir, mais
dans une relation de respectabilité avec les voisins et les autres pays du monde. Donc voilà les Congo. Merci, monsieur le Président. Oh.